un générique aussi. Le jingle est impeccable. Oui. Ah oui, ça fonctionne. Approchez. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Brive pour cette foire du livre et bienvenue en ce forum des lecteurs. Bonjour à ceux qui nous regardent sur le Facebook en live, donc sur le Facebook de la foire du livre, merci à eux de nous regarder. Je suis Pierre Croze du site Babelio, un réseau grâce auquel vous pouvez constituer votre bibliothèque, ajouter des critiques de vos livres préférés ou bien de ceux que vous venez de vous procurer par exemple à la foire du livre de Brive. Alors je ne sais pas si on va rire ensemble, je crois que ça a déjà commencé, en tout cas je l'espère qu'on va rire. Moi je suis en direct, moi je suis sur Facebook. Je regarde, c'est passionnant ce que vous dites. On va aborder ensemble ce thème de l'humour qui vous réunit tous les deux. Bonjour Charline. Bonjour Pierre. Charline Vanhoenacker, vous êtes une journaliste satirique belge. Vous êtes chroniqueuse le jeudi matin à 8h55 sur France Inter et vous co-animez également l'émission C'est encore nous, toujours sur Inter, avec Alex Vizorek qui est ici présent. Vous venez de publier Au Van Citoyen, petit essai d'humour politique aux éditions de Noël. On va en parler ensemble. À vos côtés justement Alex Vizorek. Bonjour Alex. Bonjour Charline. Oh bonjour Alex Vizorek. Bonjour Je l'avais plus vu depuis... Quelques secondes. Depuis ce matin. En fait. Vous êtes également belge, vous êtes comédien, humoriste, vous avez co-animé avec Charline l'émission Le 75 minutes sur France Inter de 2013 à 2014. Vous vous êtes retrouvé dans l'émission Si tu écoutes, j'annule tout, devenue aujourd'hui C'est encore nous. C'est une émission que l'on retrouve tous les jours sur France Inter de 17h à 18h. Alex, vous venez quant à vous de publier l'histoire du suppositoire qui voulait échapper à son destin. À sa destinée. À sa destinée chez Michel Lafon, en collaboration avec Caroline Allan et Caro Powell au dessin. On va en parler ensemble de ce destin et de vos livres et de l'humour. Je précise dès maintenant que vous serez en dédicace pour vous Charline cet après-midi et samedi toute la journée au kiosque L17 et Alex vous serez vous toute la journée aujourd'hui de vendredi au kiosque L20. Et je serai au Cardinal ce soir à partir de 23h30. C'est important de le dire avec aussi. toutes celles et ceux qui le souhaitent. Ce soir, on se retrouvera tous pour continuer cette rencontre. Ah, il y en a une qui a applaudi. Alors, première question pour tous les deux. Vous êtes des hommes et des femmes de radio, de télé aussi, de scène. Qu'est-ce qui vous intéressait dans la forme, dans le médium du livre? Le blé, essentiellement l'argent. C'est pas vrai, c'est pas vrai. L'édition rapporte énormément. On vient à Brive, on boit de la vieille prune. Alors pour ma part, l'idée de faire un livre, c'était de répondre un petit peu à tous ceux qui pensent que l'humour politique est suspect. Dès qu'on fait une blague politique, on dit tiens, mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire vraiment? Est-ce qu'elle veut, pour qui elle roule? Est-ce qu'elle veut renverser le gouvernement? A-t-elle monté une cellule terroriste? Quelles sont ses intentions? Alors que la première intention du rire politique, c'est de rire en fait, et de se moquer de ceux qui nous dirigent et nous dominent et parfois nous oppressent. Et donc j'ai trouvé qu'il était temps de remettre la mosquée au milieu du village et d'expliquer qu'est-ce que c'était que l'humour politique, parce qu'on sait tous ce qu'est l'humour et ce qu'est le rire. Le rire, il est partout, il est à Noël avec votre tonton gênant, il est au Monoprix sur les paquets de nouilles, il est partout, dans la publicité, à la machine à café. C'est un peu comme le temps, tout le monde sait ce que c'est, mais peu de gens sont capables de le définir. Et je me suis rendu compte que c'était un levier d'inversion des dominations, l'humour politique, tout simplement. Et donc j'ai essayé de comprendre ce que je faisais, en fait, un petit peu. On va revenir évidemment sur plein d'aspects que vous avez abordés. Quant à vous, Alex, pourquoi ce format? Pourquoi ce format du livre pour raconter cette histoire? Alors, c'est un conte enfant, une idée, mais Charline en témoignait, ça fait 4 ans que j'en parle. Ne me demandez plus comment j'ai eu cette idée. Il vaut peut-être mieux d'ailleurs. Mais je me suis dit, il y a eu des jouets qui ont parlé dans Toy Story. Il y a eu des animaux très souvent dans les contes pour enfants. Et je me suis dit, quel genre d'objet n'a pas été un personnage de conte pour enfants? Et je me suis dit, mais les médicaments. Et le médicament le plus marrant, parce qu'il a une destinée un peu étrange, c'est le suppositoire. Et je me suis dit, ça va tellement... Pour les gosses, ça doit être tellement marrant de se dire, tiens, qu'est-ce qu'ils pensent ce suppositoire? Et donc j'ai écrit toute une histoire sur un suppositoire qui n'avait pas envie de y aller et qui a discuté. Bah oui, vous seriez des suppositoires, vous penseriez peut-être pareil. Hashtag je suis suppositoire. Évidemment. Et donc je trouvais que ça devait rester enfantin. Donc avec Caro, j'ai demandé qu'on ait un dessin assez vraiment pour les gosses, qui puissent s'y retrouver. Et puis il y a quelques blagues pour les plus âgés.
parce qu'il discute avec d'autres médicaments dans l'armoire à médicaments. Le thermomètre qui lui dit que chaque fois il est revenu, donc c'était pas un drame. Et notamment, il discute avec une petite pilule bleue et il lui demande si lui aussi il sert aux enfants. Et la pilule bleue lui dit non, moi c'est plutôt pour papy. Donc, mais voilà, les enfants n'y comprennent pas tout et les parents peuvent rigoler. Et au fond, c'est une vraie histoire parce qu'il y a une morale et il y a un fil du début à la fin. Et on parlait je vous posais la question sur le format livre. Je rappelais que vous étiez des hommes de télé, de radio. L'écriture, ça reste la base de vos métiers? Ah oui, bien sûr. C'est quand on fait une chronique à la radio, ça doit paraître spontané et comme si on la faisait comme ça, improvisée. Mais c'est écrit à la virgule près. Je pense qu'une vanne, parfois il suffit d'un mot, d'une conjonction de coordination, d'un rythme, d'une virgule pour qu'elle tombe à plat ou qu'elle fonctionne très bien. Donc c'est vraiment un travail d'écriture, de réécriture. Moi je dis toujours, il y a une grammaire de l'humour en fait. Et il y a des différences aussi, c'est-à-dire qu'à la radio vous pouvez arriver à la moitié de la chronique, donc la répétition en radio n'est pas toujours angoissante. S'il y a des mots importants, il faut les répéter 4-5 fois sur sa chronique. Dans un livre, c'est impossible. Dans un livre, il faut essayer d'éviter les répétitions. Alors évidemment le mot suppositoire revient, mais c'est assez chouette de travailler sur des textes qui seront pérennes, parce qu'on travaille nous, sur des textes qui vont être dits, qui vont voler et qui seront oubliés parce qu'il y en aura un autre, et ça nous fait plaisir d'ailleurs. Mais ici, c'est chouette de se dire, là, c'est une histoire qui va rester. C'est des Kleenex en fait, c'est comme si chaque jour on sortait un Kleenex. Et là, c'est un mouchoir en tissu. Voilà, c'est un mouchoir en tissu, c'est joli, brodé. Oui. Brodé. Le terme n'est peut-être pas bon, mais c'est plus reposant pour vous de vous poser pour écrire un format long où vous avez le temps de réfléchir sur une longue durée. C'est différent comme écriture et c'est quelque chose que vous recherchez aussi, d'avoir ces temps-là qui sont déconnectés de la radio et du besoin quotidien d'écrire? Oui, pour ma part, c'est un tout autre travail, c'est de longue haleine. Moi, je me suis d'abord basée sur les rares travaux universitaires qui existaient sur le rire. J'ai remarqué qu'il y en avait très peu, qu'ils étaient surtout le fait de chercheurs au Québec, où le rire est quasiment une industrie et occupe 45% de l'espace médiatique, c'est ce qui va nous arriver peut-être ici. J'espère. Ouais. Et il y a un côté lucratif aussi à l'humour au Québec. J'espère. Et donc moi j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur le rire politique parce que je voulais comprendre pourquoi il y a 10 ans, quand on m'interviewait, on me disait est-ce que vous êtes un peu éditorialiste? Ça, je peux encore dire oui, il y a un côté un peu éditorial dans ce que je fais. Et 10 ans après, il y a des intellectuels ou des écrivains qui viennent nous dire vous êtes des idéologues, des militants. Et j'ai voulu comprendre comment il y avait eu ce glissement en disant que c'était opéré. Vous en citez un à la fin de l'essai. Donc j'ai lu pas mal de travaux et j'ai essayé de faire un objet qui mêle à la fois la science là-dessus, mon expérience, les coulisses de France Inter, parce qu'on me demande souvent, et alors, quand vous sortez du studio, qu'est-ce qu'il dit Gérald Darmanin? Il demande un contrôle fiscal, tout simplement. Et donc c'est un hybride entre la recherche scientifique, l'expérience et beaucoup d'extraits de chroniques qui ont pu sembler à certains parfois un peu mordants ou un peu malaisants parfois. Comment vous l'expliquez vous en parlez de cette rareté du rire comme sujet d'étude. Comment est-ce que vous l'expliquez? C'est quelque chose de très français. Vous dites au Québec il y a beaucoup plus de choses, en Belgique aussi peut-être. Comment expliquer certains désintérêts? Parce que le rire n'est pas pris au sérieux. C'est-à-dire que le rire est considéré comme une sous-culture, quelque chose de très populaire, et donc au même titre que la télé-réalité qui est très peu étudiée par les scientifiques. Or c'est un tort parce que les codes et la mise en scène de la télé-réalité nous influencent énormément au quotidien aujourd'hui, influencent les journalistes. Il y a certains reportages sur des chaînes d'information qui utilisent même les codes du suspense de la télé-réalité, etc. Mais c'est considéré comme une sous-culture, une culture trop populaire, et donc on ne l'étudie pas trop. Le rire, quand il vient apporter sa pierre au débat ou qu'on pense qu'on soupçonne qu'il soit allé peut-être trop loin, etc., il a un impact énorme sur la société. Vous l'avez toujours étudié, le rire. Vous avez fait un mémoire en philologie, romane, que vous avez présenté, intitulé « Langue de chat, typologie analytique des mécanismes du risible linguistique dans le chat » de Philippe Gueluc. Ça vous a toujours intéressé, interpellé, tout de même, vous, Qui a ri de ce titre? Qui? Oui, lors de mes études à l'université de Bruxelles, c'est vrai que le choix de mon mémoire était d'étudier les mécanismes
qui font rire dans les paroles du chat de Philippe Geluck. Donc ça m'a toujours intéressé, oui. Ouais. Et alors, si on parle d'études, vous, Alex, c'était très différent. Vous avez fait des études, alors, en tout cas de journalisme, à l'Université libre de Bruxelles. Comment est-ce que vous avez choisi... Et de commerce. Et de commerce, tout à fait. Ingénieur commercial. Ingénieur de gestion. La meilleure école belge. École de commerce. gestion. Levez la main, ils sont pas nombreux. J'ai bien tourné après, ouais, bonjour. Alors vous, donc, vous avez fait ces études-là. Comment est-ce qu'on se retrouve finalement dans le chemin du rire, dans ces métiers-là en tout cas? L'espèce d'angoisse de ne pas être à sa place. Et le Covid a révélé ça chez plein de gens et qui se sont dit mais en fait est-ce que je suis à ma place? Ils ont eu le temps. Ne me demandez pas par quel miracle je m'étais posé la question au sortir de mes études de commerce où j'ai réussi en fait. J'ai fini dernier de promotion mais j'ai un diplôme de Bac+5, j'aurais pu travailler chez McKinsey. Non mais c'est vrai. On attend un truc. Ouais. Et donc je me suis dit mais en fait je n'aime pas ce que je fais, je ne comprends pas ce que je fais et est-ce que ce serait pas le moment à 23 ans, rien n'est joué, d'essayer autre chose? Je suis pas complètement con parce que quand j'étudie quelque chose que j'aime pas, je réussis. Donc peut-être si j'étudie quelque chose que j'aime bien, je vais réussir encore mieux. Et donc j'ai fait du journalisme, ça m'a beaucoup plu encore à Bruxelles. Et puis je me suis dit, bah, poussons le bouchon et je suis venu au cours Florent à Paris où j'ai constaté que j'étais meilleur dans ce qui était de faire rire que de faire pleurer. J'aurais adoré être Francis Huster 2.0, qui lui-même était Gérard Philippe 2.0, donc on aurait eu une très très belle lignée. Il s'avère que quand j'ai joué le Cid, les gens ont ri, alors que c'est quand même pas marrant, quoi. Je venais de tuer mon beau-père, c'était quand même un peu gênant tout ça. Et donc je me suis dit, va peut-être vers le rire, parce que tu as vraisemblablement une petite prédisposition. Et pour revenir à tout ce qu'on raconte là, ce qui a fait que j'ai pu en faire un métier, c'était l'écriture. Parce que c'est difficile d'être comédien, c'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un vous donne du travail. Et donc, j'étais à peu près à Florent avec Pierre Ninet. Ouais, il a réussi. Mais non, mais c'est vrai. Et pour un Pierre Ninet ou un François Civil qui était à peu près dans cette même classe, on était 400. Et si je ne m'étais pas donné du travail par l'écriture et par vraiment le choix des mots pour monter sur scène, je pense que je ne serais pas en face de vous aujourd'hui. Heureusement que tu n'es pas Pierre Ninet, tu serais dans le film de Nicolas Bedos. Voyez, on ne souhaite ça à personne. Charline est quelqu'un qui regarde le verre à moitié plein. Et vous avez un intérêt, alors on va parler aussi de votre livre, un intérêt pour les contes pour enfants. Vous en avez déjà écrit un, Alex, c'était Opaque et Opaline, chez Michel Lafon en 2020, je crois. Vous avez un intérêt pour le genre, pour les mécanismes aussi de rire qui se déroulent dans cette forme-là? Je suis pédophobe, ce qui est très rare pour un Belge. Normalement, ça n'arrive pas. Mais je veux dire, je n'aime pas que je n'aime pas les enfants, hein. Je suis ravi de les croiser, mais j'aime bien les rendre à leurs parents. Je n'en ai pas, je n'en veux pas spécialement. La seule chose qui me manque, entre guillemets, c'est la transmission. Parce que je trouve ça chouette que je puisse donner quelque chose à quelqu'un qui peut-être en fera quelque chose, parce que moi-même, j'ai reçu de choses d'autres gens. Et donc, quand on m'a demandé d'écrire des contes pour enfants, quand j'ai récité Pierre et le loup, j'ai écrit un carnaval des animaux, je me suis chaque fois dit, et si c'était cet enfant que je n'aurais pas, qu'est-ce que je lui raconterais? Et donc du coup j'ai trouvé de l'enthousiasme là-dedans et j'ai vraiment aimé ça. Donc je les croise à la sortie des spectacles pour enfants, je les croise dans les dédicaces de mes contes. Il y en a qui s'accrochent à moi et qui ont dit à leur mère je veux rentrer avec lui. Et j'ai regardé la mère, j'ai dit ça jamais. Alors peut-être c'est la mère qui l'avait envoyé, je n'ai pas d'infos là-dessus. Mais je suis ravi de les croiser. Par contre, je vais rentrer avec ta mère. Alors ça c'est autre chose. Est-ce que le père est disponible? Et pendant ce temps, tu lis mon livre. Je traduis. Mais c'est ça la raison. Mais donc du coup, j'y ai trouvé un grand plaisir. Et quand France Inter a sorti cette série Oli, je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de raconter comme histoire. Et Oli, c'est l'histoire de chevaux dans un cirque, un noir et un blanc qui ne s'entendent pas parce qu'ils ne font pas confiance. Et le directeur du cirque achète un zèbre. Et du coup, ils sont très déstabilisés parce qu'ils se disent là, on ne sait pas du coup avec qui il est. Et donc, c'était une mise en abîme du racisme que j'ai trouvé chouette à faire, vraiment. Et on peut raconter des choses, d'autres choses. Et je pense qu'un gosse de 6-7 ans qui lit ça, peut-être dans son quotidien, il va être beaucoup plus malin qu'un député Rassemblement National qui ne l'aurait pas lu. Ouais, ça, c'est ça. Ouais. Je vous le conseille, il est super. C'est la fin, c'est au lieu de dire rentre en Afrique, c'est rentre en Afrique du Sud. J'ai spoilé, désolé. Merde. C'est très différent, j'imagine, d'écrire pour des enfants. Alors même si il y a aussi le public adulte qui lit. Ce qui est très chouette, c'est d'essayer d'être simple, mais de quand même y mettre
des mots qu'ils ne connaissent pas et qu'ils pourront garder. Ce qui était le cas dans Opaque et Opaline, à un moment je parle d'un cheval comme étant un cabochard, qui est un mot qu'on utilise assez peu, mais je me dis que s'il y a 10 mots que les gosses vont apprendre, bah, c'est chouette. Mais par contre, il ne faut pas les noyer. Je ne vais pas dénoncer des gens, mais quand j'ai lu les premiers au lit, il y a des écrivains qui écrivaient comme si c'était leur public de lecteurs habituel. Et même moi, j'ai trouvé qu'il y avait des au lit compliqués. J'ai aujourd'hui 41 ans. Normalement, un au lit, je devrais y arriver sans me poser la question totale. Et donc j'essaye vraiment de me positionner là-dessus. Mais parfois, je peux me tromper. Et Caroline Allan, qui est ma co-autrice et amie de longue date, a 2 enfants. Et elle m'a dit, bah, tu vois, ça, je pense que tu vas passer à côté. En revanche, ici, tu peux étirer parce que ça va beaucoup les amuser et c'est beaucoup plus leur délire. Alors, c'est évidemment pas tous les jours qu'on rencontre un suppôt comme héros principal d'un livre jeunesse. Alors, je vais vous citer un auteur qui est présent dans votre livre, Charline. Selon le spécialiste de la littérature Alain Vaillant, le rire est un mécanisme anthropologique qui protège des dangers ou des angoisses. Grâce au rire, on se libère des menaces tout en resserrant les rangs entre rieurs. Ce sont d'abord vos propres angoisses qui sont au cœur de vos chroniques, pas forcément que du livre, mais de vos chroniques, de vos livres, de vos différents textes. T'as l'angoisse du suppôt? L'angoisse anale, évidemment, on l'a tous un petit peu. Et puis après, on se dit, oh, disons qu'on en prendrait bien un autre. Mais... Bah, oui, je pense que la manière dont on s'exprime par le rire, c'est une lecture alternative du monde de la société. Donc, c'est-à-dire, c'est raconter ce qui nous entoure, mais d'une manière différente. Et entre la guerre en Ukraine, la Corée du Nord et la Corée du Sud qui commencent à se tirer des missiles, l'éco-anxiété, l'hiver qu'on va passer, est-ce qu'on va crever de froid ou pas, tout ça fait peur évidemment et nous c'est une manière de... la condition du rire c'est de prendre de la distance par rapport aux choses. Si vous n'avez pas de distance, si la chose vous tient trop à cœur, vous aurez du mal à en rire, vous allez être premier degré. Donc le rire vous oblige à prendre de la distance avec les périls, avec tout ce qui risque de vous tomber sur la gueule, et donc c'est une manière de canaliser l'angoisse ou de faire semblant de la dominer. Moi, mon mantra, c'est une phrase de Romain Gary dans La promesse de l'aube, qui dit que l'humour, ça sert à déminer le réel, et ça montre la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. C'est-à-dire que tant que l'homme arrive à rire de quelque chose, c'est-à-dire qu'il domine encore la situation et qu'il n'est pas complètement à terre. Donc oui, c'est d'abord nos angoisses, oui. L'humour est une déclaration de dignité, une affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Effectivement, vous le citez dans le livre. Il y a aussi une envie de fuir l'actualité pour votre part avec un livre comme celui-ci, où finalement on y revient tout de même. Oui, non, c'est pas faux, parce qu'en fait on est plongé dedans tous les jours et on se fait un plaisir évidemment de la décaler. Moi j'écris tout un spectacle que je tourne en ce moment sur la mort, donc l'idée de rire de ces angoisses, elle est évidente et je constate à quel point les gens... à la sortie, sont beaucoup plus à l'aise d'en parler. Donc je me dis que c'est chouette parce qu'au fond, ça va nous arriver à tous sans vouloir spoiler. Donc c'est une angoisse au fond qui est insoluble. Pas Michel Drucker. Alors, Michel, évidemment, vous embrasse. Mais donc c'est vrai que si on peut sortir de cette actu, parce que je crois que, comme dit Charline, à un moment, on est peut-être... J'aime pas ce mot hypersensible, parce que j'ai pas l'impression d'être ça. Mais on est un peu pleutre. Parce que si on était vraiment sûr de nous, on essaierait de trouver des solutions. Mais je crois qu'on a un peu de recul et on sait qu'on ne sait pas le faire. C'est ce qu'on reproche souvent aux politiques qui ne se sont peut-être pas toujours tous posé la question de savoir s'ils savaient le faire, mais ils en ont un maximum de solutions. Nous, on n'a pas ça, on est un peu pleutre. Et en plus, on doit être un peu sensible. Et donc, au lieu de s'affronter le réel en droite ligne, on le contourne un peu. Et si je peux pendant une demi-heure sortir les parents de leurs problèmes, de leurs machins, parce qu'ils auront lu ça à leur enfant, moi je crois que je suis ici pour ça. Il y a d'autres gens qui seront ici pour trouver des solutions, d'autres gens qui seront ici pour créer des problèmes, mais ce en quoi où je suis le plus utile à moi-même, en premier égoïstement, mais après aux autres en second, c'est à raconter des histoires et à les faire rigoler pour qu'ils pensent plus complètement à tous les problèmes du monde. Charline, c'est un livre d'actualité, ce livre dans le sens où vous vous posez donc sur votre métier, sur l'humour politique. Il y a eu un besoin actuel d'écrire ce livre parce qu'il est de plus en plus menacé, l'humour tel qu'il est pratiqué aujourd'hui par vous, par vos confrères. Oui, j'ai écrit cet essai au moment où on allait voter pour la présidentielle. Où l'humour politique était suspecté de plein de choses. Il y a notamment les sorties d'Alain Finkielkraut, qui nous traite de nazis. Il y avait le livre de Becbédé qui disait qu'on était une dictature.
Et puis, oui, il y a un contexte aussi où les caricaturistes de presse sont de moins en moins nombreux, notamment le New York Times qui a expurgé de ses pages la caricature. Il n'y a plus beaucoup d'espace pour le faire. Et puis, je me suis rendu compte aussi que, par exemple, quand les guignols de l'info ont disparu, la caricature rentrait dans tous les foyers de façon massive. C'est un média de masse, la télévision, et on avait quand même un guignol de Ben Laden. Aujourd'hui, la caricature politique, elle est cantonnée à la presse écrite. Et donc, il y a les gens qui achètent encore la presse écrite et qui ont les codes et qui la connaissent. Et puis, il y a la caricature qui est sortie de son contexte, qui se balade sur les réseaux sociaux et qui arrive devant les yeux de gens qui n'ont pas cette culture-là parce qu'ils n'ont jamais acheté un journal. Et donc, elle pose beaucoup de questions. Et donc, cette culture-là, elle se perd, alors qu'on est quand même dans un pays, la France, où la caricature est vraiment une tradition séculaire depuis Napoléon. Et là, elle est en train de perdre du terrain assez gravement, et même dans les médias, enfin si vous regardez à France Télévisions, où est l'humour politique, il n'y en a pas beaucoup. Sur Télématin, le mercredi et le jeudi, essentiellement. Non, il y a moi et Philippe Cavrivière, et un peu Bertrand Chameroy. Mais sinon, c'est très très pas peu, il n'y a beaucoup, pas d'émission dédiée. Ouais. Et surtout d'être confronté aux politiques de moins en moins. Par exemple, la France Inter, il n'y a encore pas si longtemps, à 8h55, l'humoriste de 8h55 était encore devant le politique. Ça n'était plus le cas. Et si vous regardez les humoristes, c'est généralement les premiers à sauter, c'est les humoristes politiques. Donc la caricature et l'humour politique, on lui donne de moins en moins de place. Or, démocratiquement, c'est quand même un thermomètre de la bonne santé d'une démocratie, quoi. Et vous êtes optimiste ou plutôt pessimiste sur l'état de... Parce que vous prenez la défense aussi des patrons de France Inter, de Radio France. Quelle est votre vision sur l'avenir sur ces questions-là ? Que pour l'instant, on peut exercer librement et qu'on le fait vraiment. Si vous écoutez notre émission de 17 à 18, on est absolument libre. On croise jamais la direction, on fait ce qu'on veut, tout va bien. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que comme la redevance a été supprimée, si maintenant le financement de l'audiovisuel public est assujetti au budget de l'État, ça veut dire que c'est l'État qui décide combien il va nous donner. Donc, si jamais la satire s'attaque un peu beaucoup au gouvernement, et pourtant il y a de quoi faire, ou si l'investigation relève des affaires dans le giron du gouvernement, de l'Élysée, etc., maintenant, c'est eux qui décident combien ils vont nous donner, parce que là, ils ont supprimé la redevance. Ils ont envoyé une lettre à tous les Français en se la jouant populiste. Regardez, vous ne devrez plus payer autant. Sauf que derrière, le service public, c'est quand même tout France Télévisions, Arte, c'est quand même l'audiovisuel extérieur de la France, c'est-à-dire RFI, France 24, toutes les radios de Radio France, qui, avec une diversité, une qualité de travail dans l'investigation, etc., qui est assez colossale. Et donc, il y a un danger démocratique. Macron nous a toujours pas dit comment il allait nous financer. Et la satire, elle s'exerce essentiellement sur le service public, dans le fond. Là, Sur CNews aussi. Oui, alors déjà, c'est tout à fait juste, mais je vais être un peu plus cynique. C'est que je crois que la satire et l'humour, c'est une marchandise. Et comme ça fait de l'audience, et comme vous nous regardez, que vous aimez ça, à un moment, c'est un produit. Et si le service public le fait pas, le privé va se dire on va le faire, parce qu'en fait les premières satires, elles sont pas arrivées à Radio France parce que c'était Perfit qui s'en occupait, et je pense que assez peu il a mis des humoristes au début. Elles sont arrivées par le bébé de show sur TF1. Donc et puis par Canal+ qui était des privés. Et puis c'est arrivé chez nous. Et je pense que si chez nous ils ferment la boutique, c'est une erreur, parce que on va aller la faire ailleurs, parce qu'il y a toujours un type qui va trouver que c'est une bonne idée d'avoir 2 millions de gens qui vont venir rire à nos conneries. Donc je pense qu'il faudrait un peu équilibrer ça, et ajouter à ce que disait Charline, c'est vrai, il faut nous considérer, on existe, et dans une démocratie on existe. De toute façon, si on n'existe pas, c'est qu'il n'y a plus de démocratie. Donc après, il y a une loi du paix, et si c'est TF1 qui doit reprendre une émission de satire politique, je n'aurais pas de problème à y aller si on me laisse y dire ce que j'ai envie d'y dire, quoi. Vous revenez aussi sur votre livre sur la présence des Belges dans l'humour en France. Comment l'expliquer ? Vous le faites en partie, Charline, en parlant de l'humour politique et en citant Alain Vaillant encore. Après Stéphane Guillon, soit on supprimait l'humour politique, soit on faisait comme Montesquieu avec Lettres persanes, en prenant un regard étranger, en externalisant l'humour. Ça explique, selon vous, la présence
d'un regard extérieur Ouais, en France? je pense. Alex a l'habitude souvent de dire on nous pardonne plus de choses. C'est vrai que nous, on peut dire, je répète encore une fois, l'humour, la condition, c'est le recul. Et nous, forcément, en tant que Belges, de facto, déjà, on vote pas. Donc, on peut pas nous soupçonner de rouler pour un candidat ou l'autre, ou de voilà. Et puis, je pense qu'il y a plein d'explications, peut-être culturelles. Il y a cette forme de recul, alors qu'on est très proche culturellement de vous. Il y a toujours cette curiosité chez les Français, dans les médias français, d'aller écouter ce que disent les correspondants étrangers, les journalistes des autres journaux. Tiens, comment est-ce qu'ils voient la France? Donc nous, c'est un petit peu ça aussi. Et puis, en tant que Belge, on a une culture où on a beaucoup moins de déférence envers le pouvoir. Le pouvoir est beaucoup plus à la cool en Belgique. Tout le décorum chez nous en Belgique est cristallisé autour de la famille royale, qui clairement ne sert à rien. Nous coûte beaucoup d'argent et ne sert à rien, et n'a pas de pouvoir. Et en France, tout le décorum, tout ce qui est solennel, etc., est cristallisé à l'Élysée. C'est-à-dire que les ministres fendent la ville dans des limousines ou vitres teintées avec 6 motards qui les entourent. Darmanin, quand il arrive à Radio France pour une interview, il crée de l'emploi. Hein. Il y a 20 types avec 12 chiens. Voilà, et chez nous, c'est beaucoup plus à la bonne franquette. Ça n'arrive jamais. Et donc, il y a une forme de déférence en France vis-à-vis du pouvoir que nous, on a moins. Et donc, on est beaucoup plus détendu. Puis, on a toujours cette excuse de dire nous, on n'est pas français, on vous donne notre avis, mais faites ce que vous voulez, on n'est pas impliqués, en fait. Et une chose que vous regrettez tout de même, par ailleurs, dans votre livre, et d'ailleurs le livre se termine par, non pas aux vannes citoyens, mais aux vannes citoyennes, vous regrettez la faible présence des femmes dans l'humour, et dans ce segment notamment de l'humour politique? Plutôt dans l'humour politique, parce que chez les femmes, il y en a de plus en plus, heureusement. Mais l'humour purement politique, c'est vrai qu'on n'est pas très nombreuses. Il y a Sophia Aram, il y a Nicole Ferroni. C'est un sujet sérieux, hein, excuse-moi. Voilà. Mais quand on regarde bien, au 19e siècle, les femmes ne pouvaient pas montrer leurs dents. Donc ça veut dire que les femmes ne pouvaient pas rire. Quand elles pouvaient rire, c'était caché derrière leur éventail. Donc le rire était interdit aux femmes en réalité. Donc de là à ce qu'elles arrivent en plus à faire rire et à monter sur scène, effectivement il y a une mécanique qui, comme dans plein de secteurs, fait qu'on est moins nombreuses, c'est sûr. Ouais. Un mot, je change de sujet, mais sur votre livre, sur les dessins, on n'en a pas encore parlé. Oui, comment s'est passée la collaboration aussi autour de dessins? Alors, Caro Powell et est la personne avec qui on m'avait associé pour faire un Pierre et le Loup. Et donc, elle dessinait en direct pendant que je récitais et que l'orchestre, évidemment, jouait Prokofiev. Mais donc, on s'est entendu et je trouvais que son dessin est très enfantin. Et donc peut excuser pas mal de choses. Et puis donc quand il a fallu faire au lit, j'ai proposé qu'on prenne Caro pour faire les chevaux et le zèbre. Et ça s'était très bien passé avec Michel Lafon. Et un jour, parce que c'est vrai que c'est difficile ce livre. Il faut dire à quelqu'un dont le travail c'est de dessiner, est-ce que tu te sens de dessiner un suppositoire? Et c'est vrai que quand on a fait de longues études de dessin ou de travail graphique, c'est un moment surprenant. Et elle a rigolé, elle m'a dit bah oui. Et elle m'a dit que c'était du boulot parce qu'évidemment le suppositoire étant assez inodore, incolore et a juste une forme, il fallait le rendre un peu sympathique et tout ça. Donc maintenant on est prêt pour faire des produits dérivés, des peluches. Vous êtes dans votre supermarché. Moi je suis pour la comédie musicale et j'ai commencé un gros casting. J'aimerais Pierre Ninet pour me venger de ces années à Florent dans le rôle du suppositoire. Et toujours en parlant un tout petit peu des dessins, mais il y a François Morel qui était interviewé sur France Inter et qui est un chroniqueur de France Inter, qui disait dans cette interview sur son travail, une chronique politique c'est comme un joli dessin. Est-ce que ça vous parle, cette idée de représenter le monde, de représenter une situation avec quelques traits et de pouvoir faire grincer des dents, faire rire avant tout? Oui, moi je pense qu'une chronique en réalité c'est une caricature, c'est l'équivalent de la caricature. D'ailleurs, quand vous regardez, par exemple, si vous ouvrez le Parisien avec le dessin de Rançon, il y a le dossier sur la double page, et puis dans un coin à gauche ou à droite, il y a le dessin qui est encadré pour dire attention, ça c'est une parenthèse humoristique. Nous, c'est pareil dans la matinale. La matinale, c'est comme l'ouverture du journal. Il y a un sujet principal, une autre entrée, il y a un reportage, et puis il y a un petit jingle, et puis il y a la petite caricature, c'est nous. Sauf que le dessin, il est vraiment très très concis. Il doit résumer. Parce que Cavana, il disait plutôt c'est un coup de poing dans la gueule.
Vous le citez d'ailleurs dans le- Plutôt que de dire joli dessin, alors il y a des dessinateurs de presse qui sont peut-être plus poétiques. Moi, j'aime bien quand un dessin, c'est un coup de poing dans la gueule, quoi. Voilà. C'est une violence symbolique, hein, je le rappelle. C'est même Aristote a dit l'humour est une violence symbolique. Donc c'est comme la tarte à la crème de Noël Godin. C'est pas la peine d'aller en justice pour de la crème. C'est tout à fait symbolique, quoi. Je sais pas du tout ce qu'a dit Aristote, moi. Mais Tu faisais tes propres. Mais ouais, Alors, c'est je me vrai. suis dit. Non, juste pour dire qu'on envie énormément les caricaturistes et les gens qui font des marionnettes, parce que ils ont la chance unique de faire parler des personnages. Nous, quand on parle à la radio, on a toujours l'impression que c'est nous. Quand Rançon dessine des Français moyens qui donnent leur avis, ou d'autres, on a cité lui, mais moi je suis hyper client de tout ce qui est dessin politique, je trouve ça très très fort. On lui en veut moins, comme on en veut moins à l'auteur des Guignols, parce que c'est la marionnette qui parle. Et nous, malheureusement, à moins d'être ventriloque, mais ce qui est en radio n'est pas un gros plus, pour le reste, c'est très compliqué, parce que les gens prennent assez vite au premier degré des choses qui sont racontées au second. Le dessin a parfois moins de problèmes avec ça. Même quand on arrive déguisé. Oui. Vous arrivez déguisé en lapin ou en abeille. Pour ce soir, pour le cardinal. Parce que... Alors, bien sûr. c'est un autre déguisement, mais Charlie n'a pas encore ouvert le paquet. Et même quand on... Enfin, moi, j'essaye de faire ça. J'essaie de temps en temps d'arriver déguisé pour vraiment montrer... Enfin, ça montre d'emblée, on va rire, et il y a de la distance avec le sujet. Ou alors de faire ce qu'on appelle de la prosopopée, c'est-à-dire d'incarner la chose. Par exemple, récemment, plutôt que de parler du 49.3 comme ça, c'est lui qui a j'ai parlé. dit le 49.3 c'est moi, et je vais vous dire, j'ai un boulot de ouf. Je veux dire, si vous avez besoin de moi, je suis booké jusqu'en décembre. Oui, c'est une manière de dire attention, je vais vraiment prendre de la distance sur ce sujet et éviter de tomber dans l'éditorial. Et juste, je reviens un tout petit peu sur les dessins. Vous aviez une idée très claire de ce que vous vouliez voir représenter en dessin. Vous avez donné carte blanche. Alors, j'ai donné carte blanche dans un premier jet, et puis je suis repassé dessus. Et alors, je vous spoil pas toute l'histoire, mais à un moment, le chien s'assoit sur notre ami qui veut fuir, et je trouve que on ne pouvait pas ne pas le voir. Et il n'y avait pas de dessin de ça. Et je pense que pour un gosse, voir les yeux du chien qui se rend compte qu'en fait, il s'est assis sur un truc pas normal, c'était hyper important. Et donc, j'ai fait refaire 2 dessins parce que je trouvais qu'il fallait qu'on voit ça. Mais en soi, je trouve que c'est très important quand des artistes bossent ensemble qu'il n'y en ait pas un qui dirige tout, parce que sinon, c'est un vrai problème. Et donc, elle avait envoyé... C'est un vrai travail qui est différent du nôtre, parce qu'ils envoient des crayonnés. Donc, on peut encore donner notre avis sur les crayonnés. Et puis après, ils en font un complet. J'avais un peu négligé les crayonnés en me disant si c'est ça qu'elle veut faire, si tout le monde est d'accord, qu'elle y aille. Et puis quand j'ai eu la version définitive, là j'ai vu qu'il y avait 2-3 dessins qui n'avaient pas l'efficacité que je pense était nécessaire pour y mettre le rire. C'est Goscinny qui dit j'arrête de travailler une case quand j'ai l'impression d'y avoir mis toutes les blagues que je pouvais y mettre. Et ici parfois il y avait des dessins où je me dis il y a encore moyen d'y mettre l'une ou l'autre blague. Il y a une page où, comme il veut partir loin, il se demande où il pourrait aller en vacances. Et où est-ce que ça part en vacances, un suppositoire? Donc il est devant un grand panneau avec des destinations. Je ne vous les donne pas, mais c'est rigolo de se poser la question de savoir où un suppositoire part en vacances. Les enfants, ils aiment bien retrouver les personnages d'album en album et de compte en compte. Est-ce qu'il y a une envie de votre part de continuer? Je le dis ouvertement, j'aimerais être le J.K. Rowling du suppositoire. J'aimerais qu'il aille à l'international, j'aimerais qu'il y ait une grande série, que les gamins rêvent tous d'être des suppositoires. Il n'y a pas encore de 2. Et je laisse aux gens, pour l'instant, leur créativité de me donner des idées. Moi, instinctivement, j'aurais dit les suppos font du ski, parce que ça me semble être un 2 assez évident. Mais il y a une demande sur les suppos dans l'espace, parce que Objectif Lune, pour une histoire de suppositoire, c'est quand même un bon titre. Donc déjà, on va voir si celui-ci vous plaît. Et puis, je laisserai le public aussi avoir la bonne idée avec moi. Mais peut-être une longue série, peut-être on les aura tous. N'hésitez pas, pendant la séance dédicace, à venir avec vos idées. Oui, voilà, je suis preneur d'idées pour le 2. pour le 2. C'est un travail en collaboration, que vous avez fait pour l'écriture et pour les dessins. C'est un travail qui vous plaît d'être en collaboration? Vous le faites aussi à la radio? Mais alors, moi je le dis souvent, et Charline aussi d'ailleurs, on a des co-auteurs. Alors, quand on dit ça, les gens ont tendance à penser qu'on reçoit une grande enveloppe le matin qu'on ouvre et qu'on lit. Non, ça c'est avoir des auteurs. Moi j'ai des co-auteurs. Et j'aime bien travailler avec des gens parce que parfois j'ai une idée, et puis quand dans 2, 3, 4 cerveaux, il y a plus que dans un. Mais il faut un chef d'équipe. Et
je compare assez bien à la cuisine. C'est-à-dire qu'il y en a un, c'est le chef et c'est sa recette. Et si c'est pas bon, c'est lui qu'on va engueuler. Mais il y a des gens qui vont faire le fond de sauce, qui vont aller acheter les bons produits et qui vont vous proposer des idées pour épicer le produit. Et après, c'est moi qui décide une fois que j'ai tout ça. Donc en gros, si je veux écrire sur, on va dire, ce qui est arrivé hier à l'Assemblée nationale, je fais un vocal à mon groupe d'auteurs, je leur dis, voilà, je voudrais parler de ça. Je voudrais prendre cet angle-là, me mettre à la place de l'un, de l'autre, ou de la directrice de séance qui a été complètement dépassée, peut-être. Et alors, ils m'envoient des vannes, et je leur donne un horaire, je dis à partir de 21h, je reprends les copies. Et puis, je mets tout ensemble dans un document, je ne sais pas de qui je prends quoi, et j'écris et je fais mon plat, ma recette, avec tout ce qu'ils m'ont apporté. C'est comme ça que vous travaillez aussi ? Oui, je travaille comme ça aussi, c'est-à-dire que tous les deux, on choisit notre sujet. On choisit notre axe, donc la manière dont on va en parler. Et puis moi j'appelle mon co-auteur quand je sens que j'ai une vision de la chose, si déjà moi je suis capable de faire 2-3 vannes dessus. Si, c'est une forme de test, c'est-à-dire que si j'ai choisi un sujet qui a l'air vraiment marrant mais qu'il n'y a rien qui me vient, éventuellement j'appelle et je dis écoute, il n'y a rien qui me vient, par où on pourrait aller, puis il me donne une idée, puis on rebondit, et en fait c'est une sorte de ce qu'on appelle un brainstorming, et là peut naître quelque chose. Mais généralement quand je lis un article, je me dis ah tiens ça c'est marrant, on pourrait le tourner comme ça, l'amener comme ça, et puis j'essaye de me dire tiens qu'est-ce que je pourrais faire comme blague, et si j'en ai 2-3 qui me viennent, je me dis alors là c'est qu'il y a quelque chose, et on discute, et effectivement on donne nos indications, et ils finissent par bien nous connaître et savoir ce qui va nous plaire ou pas, et puis de toute façon on a la main dessus, on réécrit entièrement tout, mais c'est vrai que ça donne beaucoup plus d'idées. En plus aujourd'hui il y a tellement d'humoristes sur les radios qui s'emparent parfois des mêmes sujets, il y a toujours ce qu'on dit, il y a toujours la blague A, en plus il y a Twitter qui tout de suite fait la blague A, donc il y a Twitter, plein d'humoristes, etc. Donc si on n'est pas dans un rythme quotidien comme nous deux on a, en plus de produire une émission, etc., si on n'est pas 2 ou 3 sur les textes, ça va pas être qualitatif. Surtout que plus les textes aussi sont courts, plus ils sont nerveux, plus il y a quasiment une vanne à toutes les phrases en fait. Si aujourd'hui on devait écrire comme il y a longtemps, qu'on devait faire 6 minutes en racontant une histoire avec une vanne tous les paragraphes, vous nous écouteriez pas en fait. Donc aujourd'hui il y a un rythme qui s'est accéléré, il y a une densité de blagues et de rires où il y a une sorte d'impératif, où on se ressent aussi cette pression, et donc on a besoin d'être plusieurs et de faire un travail d'équipe. Ouais. Vous le pointez un peu du doigt, l'humour politique a évolué aussi dans la forme. Par exemple, là, la brièveté aujourd'hui qui est demandée, c'est quelque chose de très récent, et il y a d'autres injonctions peut-être pour les humoristes. Disons que ce qui a changé, c'est si vous écoutez le tribunal des flagrants délires et les réquisitoires des proches ou de Régo, ça pouvait aller jusqu'à 10 minutes. Et aujourd'hui, nous, si on réécoute, on trouve ça formidable et très drôle, mais il y a des longues plages de ventre mou où aujourd'hui, ce serait presque plus diffusable en fait, on s'ennuierait. Aujourd'hui tout est raccourci, les articles que vous lisez sont beaucoup plus courts qu'avant, le temps que vous passez à lire un livre, le temps qu'on accorde aux choses aujourd'hui est considérablement réduit, donc nous on est passé il y a 30 ou 40 ans à des chroniques de 10 minutes. Moi le matin c'est 2 minutes 15. Et donc 2 minutes 15... Et parfois ça semble long. Hein. Oh, on peut plus rigoler, Oh. Mais donc ça demande d'être très 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 resserré. Je pense que ça demande autant de travail en réalité. C'est parce que c'est dur d'être court. Je te donne une barre. Titre ? La vengeance. C'est ce que je lui dis parfois, pour le consoler. Alors je vois qu'il reste 10 minutes, est-ce que les gens peuvent poser... Parce que... Un peu moins de 10 minutes. 5 minutes. 5 ouais. Grandes minutes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ? On a un micro pour vous. Donc n'hésitez pas à lever la main s'il y a une question. Parce que sinon après ils vont venir nous emmerder sur le stand à nous poser les questions. Je vois une main levée tout au bout. Je vous en prie. Il y a un micro qui arrive pour vous. Je l'ai vu tout à l'heure ça. Alors, bonjour. Alors moi j'ai une question pour Charline. Dans le livre, il y a des chroniques rapportées qui ont été faites sur France Inter. Et il y en a qui m'ont fait beaucoup rire, mais que j'ai pas trouvé sur YouTube. Alors, est-ce que c'est une malheureuse erreur des gens qui font ça à Radio France, ou est-ce que c'est dû à la piètre qualité de notre connexion Internet sur le territoire rural ? Alors ça, c'est étonnant. Normalement, elles doivent toutes figurer. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de censure sur certains textes. Je pense que celle qui a fait le plus de polémique, c'est celle devant Gérald Darmanin.
Elle Et est disponible. Elle est disponible. Je l'ai vue. Et elle remonte assez souvent. Elle est encore partagée aujourd'hui. Donc normalement, elles doivent être disponibles en vidéo, en podcast, en spray ou en tablette. Ouais, donc c'est nous en fait. C'est le réseau. Ouais. Une dernière question. N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question sur l'un ou l'autre ou sur leur travail. Une question de vous, hein, Pierre. C'est pas contre vous. Hein, non, mais j'en ai encore quelques-unes. Peut-être juste très rapidement sur vous travaillez ensemble beaucoup tous les deux. Il y a eu un match très rapide sur votre façon de travailler. Vous avez un goût commun sur l'humour. Vous avez une complémentarité. Elle a swipé du bon côté. Mais oui, c'était une idée de Philippe Val de nous associer. Ouais. Il y avait un troisième larron parce qu'il voulait nous associer avec Walter, qui à l'époque officiait aussi sur France Inter et qui avait dit moi j'ai déjà travaillé tout l'été, je vais pas me coller toute l'année, je vais pas me coller un été complet. Libre à lui, on s'est regardé, on a dit bon bah est-ce qu'on va le faire à deux? Depuis, on n'a plus de nouvelles. Voilà, on se connaissait moins bien en vrai. Et on a dit on y va, et dans le respect de chacun, comme on parlait de collaboration, Charline était plus journalistique et plus appliquée. Moi j'étais un peu le fanfaron qui, s'il y avait une connerie à dire, c'était bien que ce soit moi qui la dise. Et on a trouvé cet équilibre-là, et en se rapprochant un peu. Et puis les gens ont fini par nous connaître et nous associent, nous aiment bien à deux. La semaine dernière, on est allé voir, parce qu'on ne vit pas ensemble, hein, on va faire un grand coming out. Oui, ça déçoit souvent les gens. Non, mais je le dis pour le cardinal ce soir. C'est important que. Oui, mais vous voyez. Et on a été voir un concert de Bernard Lavilliers. Ouais. Et on est arrivés ensemble. Et alors les gens étaient. Quand les gens me voient, ils sont souvent contents et inversement, mais là, de nous voir à deux, ça avait l'air de leur faire doublement plaisir. Donc, ça nous a touchés. Oui, donc c'est-à-dire ce soir au Cardinal, ne tenez pas compte de moi si vous voulez pécho Vizorek. Et inversement. Réciproquement. Oui, en fait, on a tout de suite eu une grosse affinité. C'est-à-dire qu'on nous a dit vous allez faire une émission ensemble et tout de suite, ça a matché. Donc, et aujourd'hui, on peut faire des tas de choses. Sans devoir répéter ou sans parler, c'est tout à fait inné, naturel. Ça, je pense que c'est assez précieux. Ça fait quand même 10 ans de vie commune. Je crois qu'en 10 ans, on a dû se couper 3 fois la parole. Non, mais c'est vrai parce qu'on s'est toujours regardé. Et à la première émission, on ne s'est pas marché sur les pieds. Et on ne s'est jamais dit, tiens, c'est moi qui aurais dû dire ça et c'est l'autre qui l'a dit. C'est assez fluide et ça, on ne le sait qu'en travaillant. Et c'est génial qu'on nous ait associés. Donc je remercie régulièrement Philippe Val et Laurence Bloch qui étaient dans cette équipe-là de nous avoir associés. Ouais. Et vous le disiez avec une grande liberté, une liberté totale. Oui, on n'a jamais été emmerdés, enfin, on nous a jamais censurés. Avoir un petit rendez-vous dans le bureau de la direction, ça nous est déjà arrivé. Alors, dans ces cas-là, on joue au con, hein, on fait oh oui, on le fera plus et puis on le refait le lendemain. Voilà. Vous en citez quelques exemples dans le livre. Je vous évidemment recommande à lire le livre. Il y a quelques anecdotes sur votre parcours et sur ce que vous vivez à la radio. Quelques tout petits rappels avant de clôturer cette émission. Ovan Citoyen, Charline Vanhoenacker, petit essai d'humour politique publié aux éditions de Noël. On vous retrouve en dédicace, je l'ai noté ici, kiosque L17, donc cet après-midi et samedi toute la journée. Et Alex Vizorek, c'est l'histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée. C'est publié chez Michel Lafon en collaboration avec Caroline Allan. J'avais mal prononcé peut-être, c'est Allan. Oui, tout à fait. Caroline Allan et Caro Powells au dessin. C'est chez Michel Lafon et vous serez en dédicace toute la journée d'aujourd'hui au kiosque L20. Avec vos meilleures idées de livres pour la suite, pour le tome 2. Merci beaucoup, merci à Corrèze Télévision de nous avoir accueillis pour ce plateau. Merci à la Foire du Livre. Merci à vous, Pierre. Merci beaucoup. C'était rondement mené. Merci Brive. Merci à vous. Bon festival, bonne Foire du Livre et à très vite au Cardinal ce soir. Et au Cardinal.